Nous sommes le 14 janvier 2020 aux archives municipales de Toulouse et en présence de Madame Thibon. Est-ce que vous pouvez nous donner vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 20 décembre 1947 à Ozat, dans l'Ariège. Dans l'Ariège, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos parents? Depuis combien de temps étaient-ils dans l'Ariège et voilà leur parcours qu'ils ont pu mener. Bon, alors je commence le parcours. D'où viennent vos parents? Alors, donc je vais commencer par mon père, qui était né en 18 à Madrid. D'accord. Qui avait donc 18 ans en 1936 et qui donc s'est engagé après le coup d'État et du côté de la République et qui donc a fait divers parcours dans l'Espagne en guerre et jusqu'à 1939, le 9 février, où il a passé la frontière avec l'armée républicaine ou ce qu'il en restait. Et il a été donc envoyé au camp de Saint-Cyprien. Il y est resté 3 mois, je crois. Il a ensuite été envoyé au camp de Sept-Fonds, dans le Tarn-et-Garonne. Et de là, il a été, après avoir passé c'était un camp où on faisait passer des tests aux réfugiés qui avaient un métier, donc on leur faisait passer un test pour savoir si on pouvait les utiliser en France. Donc il a été envoyé à la cartoucherie à Toulouse, où il y a travaillé pendant quelques années jusqu'à ce que la zone soit occupée. Ensuite, donc, on les a renvoyés. Et donc après il est parti, il est allé au camp du Récébédou, donc tout près de Toulouse, là. Et puis ensuite, il est parti dans l'Ariège on l'a envoyé dans l'Ariège, dans les compagnies de travailleurs étrangers, pour les constructions de barrages. Donc c'est pour ça qu'il était dans la Haute-Ariège et pour la construction du barrage de Nihour. D'accord. Voilà, donc Nihour étant tout près du petit village où je suis née, Ozat, enfin tout près, oui. Voilà. Donc ça c'est pour mon père, donc il est arrivé dans ce coin de la Haute-Ariège, on va dire en 1943, j'imagine. Bon, il a ensuite participé à la résistance comme beaucoup d'Espagnols réfugiés. Et voilà, ça s'est passé là. Du côté de ma mère, c'était un petit peu plus compliqué. Alors, ma mère était née en 1924, en Catalogne. Et en 1936, il vivait à Saragosse, enfin tout près de Saragosse. Or, Saragosse était une ville qui a été tout de suite prise par les franquistes. Donc, se sont retrouvés en zone franquiste, coincés. Mon grand-père est parti volontaire pour la guerre et ma grand-mère est restée avec ses 2 filles plus jeunes, dont ma mère qui avait donc 12 ans et une petite qui avait 4 ans. Voilà, ma grand-mère a été emprisonnée parce que les franquistes recherchaient mon grand-père et ne l'ayant pas trouvé, c'est elle qui a dû passer 9 mois en prison à Saragosse. Bon, voilà. Et bon, elle a été relâchée par des connaissances, parce qu'en fait, de toute façon, il n'y avait aucune charge précise contre elle. Et donc, bon, je pense qu'il y avait quand même eu des pressions. On a réussi à la libérer. Il y avait peut-être quelques petits restes d'humanité, je ne sais pas, qui ont fait qu'on l'a laissée. Et donc, en 1939, elle a demandé à repartir, au moment de la fin de la guerre, elle a demandé à partir chez son père à elle, qui était en Catalogne. Et c'est à partir de la Catalogne qu'elle a réussi à passer clandestinement la frontière. Sauf que ma mère, qui avait à l'époque donc 15 ans, a dit que bon, non, elle restait avec son grand-père parce qu'elle n'avait plus envie de faire des choses épouvantables. Et elle a dû finalement passer en 1941 la frontière clandestinement par la montagne. Et elle a abouti donc à Ozat, où mon grand-père,
maternel avait été lui aussi destiné dans les barrages. Donc voilà, c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés et se sont mariés. Et c'est pour ça que je suis née dans ce coin de la Haute-Ariège. Voilà, c'est très compliqué, mais on finit par s'y retrouver. Vous dites du coup que votre grand-mère a été emprisonnée. Et qu'est-ce qu'ont fait votre mère et sa sœur pendant ce temps? Eh bien, elles se sont débrouillées, toutes les deux. Mes grands-parents avaient une boulangerie, donc je pense qu'il y avait peut-être quelques petites réserves d'argent qui lui ont permis de continuer à vivre. Il y avait certainement des voisins républicains qui les ont peut-être un petit peu aidés. Et puis, je crois qu'il y avait aussi quelqu'un qui les a aidés de façon assez curieuse, parce qu'on avait réquisitionné une pièce chez eux, pour héberger un officier italien. Les Italiens ont participé à la guerre d'Espagne. Et donc, un officier italien a été envoyé chez elle. Et je crois que ce monsieur, qui avait été certainement ému par cette situation de ses deux enfants, qui avait peut-être lui aussi des enfants en Italie et qui n'était peut-être pas un fasciste convaincu, mais peut-être quelqu'un qui avait été forcé de partir, les avait un petit peu... pas aidés, mais enfin, si, par exemple, il les avait amenés à la prison, voir la mère. Enfin bon, il avait été quand même assez humain, on va dire. Voilà. Et donc après, votre grand-mère est allée en France avec la plus jeune? Avec la plus jeune, et elle retrouve son mari, donc mon grand-père, qui lui était passé aussi en 1939 et qui s'était retrouvé dans le camp de Bram, où il y avait souvent des personnes plus âgées. Et donc ensuite, il a été encore dans les compagnies de travailleurs étrangers, envoyé à ce fameux barrage. Voilà. Vous avez pu vous retrouver là. D'accord. Voilà. Et votre mère, donc à 15 ans, c'est elle qui a décidé de rester? Oui, elle a décidé de rester parce qu'elle était fatiguée d'avoir vécu ces 3 ans d'horreur sous le régime franquiste. Voilà. Et votre grand-mère a bien voulu être séparée d'elle? Je pense que la grand-mère avait envie de sauver la petite et a dû partir. Voilà. Je suppose que dans ces conditions-là, dans ces circonstances, c'est un peu... Parfois, c'est illogique ce qui se passe ou ce qu'on fait, mais enfin bon. Tout à fait. D'accord. Et donc, votre mère, vous dites qu'elle a passé la frontière clandestinement en 1941. Oui. Vous savez... Avec un guide. Avec un guide, d'accord. Que son père, donc mon grand-père, avait engagé pour la faire passer. D'accord. Parce qu'elle réussissait à avoir des liens avec sa famille, avec ses parents, par exemple? Il y avait des liens, oui. Alors, pourtant, la frontière était plus ou moins fermée, ou enfin difficile d'avoir des nouvelles directes, mais je pense qu'il y avait quand même il se débrouillait pour avoir des nouvelles et pour pouvoir engager ce garçon. Enfin, il y avait quand même beaucoup de passages de frontières à ce moment-là, puisqu'il y avait quand même pas mal d'évasions de juifs, d'aviateurs, enfin bon, puisque c'est quand même la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait quand même tout un réseau de passeurs, donc les nouvelles passaient aussi. D'accord. Et donc vous savez si c'est votre mère donc, qui a voulu partir, si c'est ses parents qui l'ont fait venir? Est-ce que non, je crois que c'est elle qui a dit finalement, la Deuxième Guerre mondiale étant bien installée, elle a dit, il faut quand même que je rejoigne mes parents, quoi. Oui. Et elle vous a raconté sa traversée de la frontière? Oui, elle racontait la traversée de la frontière, mois de juillet avec de la neige. Et en plus, comme il avait fallu partir comme si on allait faire un petit pique-nique, elle était en petite sandalette et en robe d'été, donc ça a été un peu compliqué apparemment. Oui, pas l'idéal pour marcher. Exactement, dans la neige. D'accord. Ils sont passés par l'Andorre, oui. D'accord, par l'Andorre. Vous savez combien de temps elle a mis? Je ne sais pas. Vous savez pas. Je ne sais pas, je pense qu'ils sont allés en bus jusqu'à un certain endroit dont j'ai oublié le nom. Et puis ensuite, je pense qu'ils ont marché pendant au moins un jour et demi. Enfin, en marchant surtout, peut-être quand il faisait plus sombre pour éviter les rencontres. Bien sûr. Et là, donc, c'est votre mère. Est-ce que votre père, lui, il vous a raconté comment est-ce qu'il avait pu passer la frontière? Est-ce qu'il vous a raconté je pense que non, il n'a pas raconté. Si ce n'est... Enfin, il n'a pas raconté. Bon, je pense que c'était tellement...
passage à frontière avec tous les autres, quoi. Bah, c'est tout à fait, j'imagine, comme les photos que l'on voit, hein, tous ces militaires, tous ces soldats qui passent, qui jettent leurs armes en passant et qui sont ramenés par un gendarme ou un garde mobile jusqu'au camp de concentration sur la plage. Hein. Donc, non, mon père parlait beaucoup moins de ça. Je pense que c'était pas, il n'avait pas envie de me traumatiser, je suppose. Enfin, c'est vrai quand il racontait la guerre ou qu'il racontait ça, c'est toujours des anecdotes, c'était toujours des trucs marrants. Enfin, voilà. Des choses qu'il arrivait à dire. Oui. Est-ce qu'il y a un des souvenirs de votre père qui vous a raconté, que vous aimeriez nous partager, soit durant le temps de la guerre entre 36 et 39, soit du temps des camps? J'ai pas de souvenir précis. Curieusement, je crois qu'il racontait de façon plus précise ses agissements ou ses exploits, entre guillemets, hein, du temps de la Résistance. Voilà, je pense que là, ils étaient plusieurs copains, je suppose, donc c'était peut-être plus facile à raconter. Puis je connaissais aussi les gens dont il parlait, donc... En tous les cas, à moi, il ne m'a pas raconté beaucoup de choses. Peut-être qu'il racontait à ma mère, je ne sais pas. Voilà. C'est possible. Voilà, j'étais une fille, donc peut-être il voulait me préserver. Ce qui est louable en soi. Absolument, absolument. Et du coup, sur ce temps de résistance, là, vous dites qu'il vous en a plus parlé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a... Bon, il racontait comment ils fabriquaient les bombes, puisque quand ils étaient dans ce barrage, il y avait donc, on faisait sauter dans les carrières, donc ça permettait de fabriquer des cocktails, machin, molotov, ou assimilés. Et ensuite, c'est ce qui a été utilisé au moment de la libération de l'Ariège. Voilà. Et lorsqu'il vous a raconter ces événements liés à la résistance, est-ce qu'il vous a dit un peu aussi ce qui les animait, comment est-ce qu'il se... Ce qui les animait, c'est la suite de ce qui les avait animés, hein, c'était lutter contre le fascisme, point. Donc le fascisme en Espagne, il est continué en France, donc il fallait continuer la lutte, hein, c'était pas compliqué. Oui, c'était un peu une suite. C'était évident, c'était évident, on ne se posait pas de questions. Je pense qu'il ne se posait pas de questions. Et vous dites qu'il faisait ça avec un groupe d'amis ? Bah oui, parce que oui. C'était des collègues à lui qui travaillaient au même endroit. Oui, ils étaient quand même très nombreux sur ce chantier de construction de barrages. Donc là, ils s'étaient regroupés, j'imagine, par affinité idéologique. Donc je pense qu'après, ça avait créé des amitiés et qu'ils fonctionnaient en mini-groupes de copains, hein, parce que bon, le but c'est quand même de fonctionner avec des gens avec qui on a confiance quand on fait de la clandestinité, hein, sinon ça ne marche pas. Et c'était des personnes espagnoles également ou il y avait... Oui, là je crois qu'il y avait, dans le groupe dont il parlait, c'était que des Espagnols. Mais de toute façon, dans le barrage de Niort, il n'y avait que des Espagnols, hein, il n'y avait pas beaucoup de Français, peut-être le chef et encore. D'accord. Et donc c'est là que vous naissez. Voilà. C'est là que vous naissez. Donc vos parents se sont rencontrés, vous connaissez les circonstances de leur rencontre ou pas? Je pense que dans les gens, enfin les jeunes qui travaillaient, tous les hommes qui travaillaient dans le barrage descendaient au village. Et il y avait donc, j'imagine, des petites fêtes, des balles, voilà, je pense que c'était évident que les jeunes se rencontraient et faisaient connaissance, et voilà, et plus si affinité, quoi. Ça c'est sûr. Donc en 47, vous naissez donc dans ce village-là. Vos parents, ils restent combien de temps? Jusqu'en 56. D'accord. Enfin, mon père est parti un peu avant pour chercher du travail, est venu à Toulouse pour chercher du travail, en 55, je pense. Et quand il a trouvé du travail, un appartement, on est venu le rejoindre à Toulouse. D'accord. Parce que même avant de parler de ça, là, c'est vrai que je suis allée directement à votre naissance, mais est-ce qu'ils vous ont raconté aussi la fin de la guerre, la libération? Comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Est-ce que ça a changé quelque chose sur leur situation,
Ça n'a pas changé Non, ça n'a pas. grand-chose. Ils ont continué à travailler, enfin votre père a continué à travailler sur le barrage. Oui, je pense qu'il a continué à travailler sur le barrage. Après, ce n'était plus les compagnies de travailleurs étrangers, c'est devenu une société, je crois que société hydroélectrique des Pyrénées ou je ne sais quoi. Mais bon, ils ont continué, vous savez, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Non, d'accord. À leur situation, ni financière, ni quoi que ce soit. Et à ce moment-là, donc ils avaient le statut de réfugié. Mais le statut de réfugié a été créé en 1945. Donc, ouais. Donc là, ils ont pu l'obtenir, si je puis dire. Ah ben oui, le statut de réfugié, oui. Mais bon, ça ne donnait pas non plus beaucoup d'avantages. Hein. J'étais quand même étranger au départ et à l'arrivée. Est-ce qu'ils vous ont raconté, vos parents, comment est-ce qu'ils étaient admis dans ce village-là? Est-ce qu'ils avaient des liens avec des Français? Alors c'était un peu particulier parce que ce village-là est un petit village. Oui, il est encore plus petit maintenant, mais il était déjà tout petit et il y avait tellement d'Espagnols qu'il y avait plus d'Espagnols que de Français. Donc en fait c'était aux Français de s'intégrer dans la communauté espagnole qui était venue dans le village. Donc ce village, on y parlait beaucoup espagnol. Voilà. Oui, donc ils se sentaient... D'accord. Ah oui, il n'y avait pas de souci. Puis je pense que c'était un village qui avait été quand même accueillant, surtout en fonction de la personnalité du maire, qui était un socialiste vrai, comme on va dire, et qui a beaucoup aidé les Espagnols, les réfugiés, pour les papiers, qui les aidait vraiment de façon très, très, très généreuse. Oui. D'accord. Donc ça les a un peu aidés. D'accord. Oui, du coup, j'étais partie sur... votre père, donc lui, est arrivé à chercher du travail en 1955. Il cherchait du travail parce qu'il n'y avait plus de travail auprès du barrage ou parce qu'il voulait changer? Parce qu'il y a eu des problèmes de grève à l'époque, des grèves qui, comme toutes les grèves, finissent par être... on a attendu le pourrissement de la grève et donc c'était difficile de continuer à vivre, voilà, et donc il a cherché du travail à Toulouse. Bon, et puis c'est vrai que dans l'Ariège, il n'y avait quand même pas beaucoup de possibilités de travail, à part cette entreprise-là. Et puis, voilà, ils se sont dit qu'il fallait peut-être venir dans une grande ville, ce serait plus simple, pour l'école, tout ça, puisque dans ce petit village, après l'école primaire, il n'y avait plus rien. Donc, ils ont un peu anticipé sur ma scolarité dans le futur. Vous dites qu'il y avait grève, c'était dans l'entreprise de votre père qu'il y a eu grève? Il y avait une grève qui a été très longue, oui. Enfin, je ne me souviens pas, moi j'avais 4 ou 5 ans, donc je ne me souviens pas, mais j'en ai entendu parler. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Toulouse, vos parents? Parce que c'est la ville la plus proche. C'était la grande et ville proche. Celle qui offrait le plus de possibilités en matière de logement et en matière de travail. Parce que l'Ariège n'est quand même pas un modèle de département industrialisé, hein, donc il fallait aller ailleurs. Et donc quel travail a-t-il trouvé, votre père? Un travail dans une entreprise de chaudronnerie où il était mécanicien. Voilà. D'accord. Mon père était plutôt mécanicien. Il avait travaillé un petit peu en Espagne dans les réparations de vitrines frigo, etc. Enfin, c'est quelque chose qui était assez récent. C'était chez Frigidaire à l'époque, à Madrid. Il y a travaillé très peu puisque la guerre s'est déclarée assez rapidement. Il a suivi des études aussi, quand même, votre père, en Espagne ou... Ah oui, il était allé à l'école jusqu'à 14 ou 15 ans, oui, sauf qu'il a dû abandonner l'école parce que son père est décédé. Donc, il a dû travailler à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et votre mère? Ma mère est allée à l'école jusqu'à 12 ans, jusqu'à ce que la guerre éclate, et puis après, c'était terminé. Plus cette question. D'accord. Donc, arrivé à Toulouse. Oui. Donc début 56 pour vous et votre mère. Vous avez des souvenirs de cette installation dans cette ville? Oui, c'était un hiver très froid. Ah, ça c'est...
Je crois que ça a été un hiver qui a été des records de météo, enfin de température très basse à Toulouse. Oui, bon, j'ai un souvenir souvenir qu'on peut avoir à 8 ans, souvenir de passer d'une classe de 20 élèves dans l'Ariège mixte à une classe de 42 filles qui jacassaient sans arrêt. Et je rentrais à la maison avec des maux de tête épouvantables. Mais bon, voilà, j'ai des souvenirs un petit peu particuliers. Oui, des souvenirs d'enfants. Des souvenirs d'enfants, voilà. Et vous étiez déjà venu à Toulouse, vous? J'avais dû venir 2 ou 3 fois, 3 fois, mais ouais. donc vous ne connaissiez pas non, la ville. non. Et vos parents se sont installés, où est-ce qu'ils ont trouvé un logement? Dans le quartier Patte-d'Oie, Saint-Cyprien. En fait, c'est parce qu'en fait, mon père travaillait dans le coin. Ouais. D'accord. Voilà. Et vos parents avaient des amis à Toulouse? Les Espagnols qu'ils connaissaient déjà depuis... parce que mes parents étaient quand même un petit peu engagés politiquement, on va dire, ou syndicalement. Donc, quand vous m'avez demandé si on venait à Toulouse, on venait de temps en temps pour faire des... voyons comment on veut dire ça, tous les 19 juillet, où on commémorait le 19 juillet. Le 19 juillet, c'est la Révolution, puisque le 18, c'est le coup d'État, le 19 juillet, c'est la réaction du peuple espagnol, donc on appelle ça la Révolution. Et donc, chaque année, depuis 1945, on fête cette Révolution. Et donc, mes parents connaissaient des Espagnols qui habitaient à Toulouse, forcément, oui. D'accord. Oui, donc on s'est tout de suite intégré ou retrouvé avec des gens qu'on connaissait, ce qui a été quand même très bien, puisque finalement, nous étions tous les 3 seuls en France. Mon père est le seul à être passé de sa famille, et ma mère qui est passée avec sa famille, mais sa famille est repartie au Mexique après. Ah d'accord. Parce que donc, voilà. Donc on s'est retrouvés tous les 3. Sans aucune personne de famille. Donc finalement, arrivé à Toulouse, ça a été intégrer une grande famille. D'accord. Vous dites que la famille de votre mère est partie au Mexique, donc ses parents et sa petite sœur? Oui. C'est ça? Ils sont partis... En 1946. D'accord. Après. Mais bon, ma mère devait partir, mais comme entre-temps elle avait épousé mon père et que mon père n'avait pas les papiers, elle a dit on viendra plus tard, on n'est jamais parti. Ah oui, mais bon, c'est très bien. Voilà, c'est de repartir tous, oui. D'accord. Et vous dites qu'il y avait un engagement politique et syndical de la part de vos parents. Est-ce que vous vous souvenez si ça leur prenait beaucoup de temps? Comment est-ce que ça... Du temps, je ne sais pas. Non, mais vous êtes enfant, j'essaye voilà, ce que vous ne deviez pas... À 8 ans, on ne comprend pas tout, les engagements de ses parents. Oui, mais bon, pour moi, c'était... Enfin, ça faisait partie de la vie quotidienne, quoi. Je sais pas, mes parents recevaient des journaux, il y avait des... Voilà, enfin, je sais pas, c'était comme ça. Je ne me suis jamais posé de questions. Et ces engagements politiques et syndicaux de vos parents, est-ce que vous avez quelques exemples de ce qu'ils pouvaient... il y avait ces commémorations-là le 19 juillet, est-ce qu'ils participaient à d'autres événements, d'autres manifestations? Oui, bien sûr. Donc il y avait des... Alors bon, les engagements, ils étaient libertaires, de toute façon. Donc... il y avait dans l'Ariège aussi il y avait des spectacles, des fêtes qui se faisaient. Et ensuite à Toulouse, il y avait aussi beaucoup de spectacles, de théâtre, de représentations théâtrales, du cinéma. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, à tel point qu'il y avait parfois, toutes les semaines, il y avait une représentation théâtrale au Ciné Espoir, qui maintenant est la Cinémathèque, ou ailleurs, enfin dans d'autres salles de Toulouse. C'était une vie culturelle très intense, et très prenante, et très agréable. Ah oui, ça. Oui, donc du coup, l'engagement politique se liait avec ah oui, alors c'était un engagement culturel, mais politique aussi, puisque tous les bénéfices qui étaient obtenus par ces représentations théâtrales étaient destinés à la lutte antifranquiste. Donc c'était tout à fait lié. Oui, voilà, c'était comme ça. Et donc, ils y allaient, ils participaient à l'organisation de tout ça? Oui, ils y allaient, ils participaient, moi aussi d'ailleurs. J'ai fait du théâtre, j'ai dansé, j'ai fait tout ce qu'on nous demandait de faire, ou tout ce qu'on nous suggérait. Et oui,
puis après, il y a eu aussi, je ne sais pas ce que vous en avez entendu parler, il y a eu en 1959 la création de l'Athénéo espagnol. Et donc là aussi, mes parents ont participé à cet Athénéo, moi aussi. Et donc là, il y avait aussi beaucoup d'activités. Vous disiez, est-ce que vos parents se sont intégrés dans la communauté espagnole, enfin de la communauté réfugiée, hein, espagnole, oui, et moi aussi, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants, et d'enfants de jeunes, après d'ados de mon âge. Donc on était vraiment un groupe assez important, assez imposant, et on était très... on sortait, on faisait des tas de choses, des tas d'activités ensemble. Et que ce groupe, vous vous retrouviez aussi à l'école ou c'était vraiment à l'extérieur? Non, c'est différent. C'était différent. À l'école, on habitait tous on habitait dans des quartiers différents. D'accord. Les écoles, alors à l'époque, il y avait encore des écoles de filles, des écoles de garçons, donc voilà. Et non, on ne se retrouvait pas forcément parce qu'on n'était pas tous dans la même classe, on était un peu dispersés. Non. Mais c'était à côté. Oui, non, mais on était un peu... c'était pas de la schizophrénie, mais presque, parce qu'on avait 2 vies parallèles, la vie à l'école, la vie à la maison, la vie avec le week-end, enfin, c'était très compliqué. Ah oui, c'était assez cloisonné finalement. À l'école, on faisait comme tous nos petits condisciples, c'est-à-dire qu'on essayait de suivre avec les normes françaises. Après, à la maison, en tous les cas chez moi et chez beaucoup d'entre nous, on parlait espagnol. Donc on était dans un autre monde, et puis après le week-end, on était dans le monde espagnol, mais entre nous on parlait français, donc c'était très compliqué. Avec votre groupe d'amis adolescents, vous parliez français? On parlait français, oui, forcément. D'accord. Ouais. Vous auriez pu aussi parler espagnol? Non, mais bon, quand on en avait envie, on parlait espagnol, mais sinon on parlait français parce que c'était le plus simple. D'accord. Et vous dites donc donc à la maison c'était l'espagnol, vous parliez l'espagnol avec vos parents. Lorsqu'ils sont arrivés en France, vos parents parlaient français? Non. Non, donc ils ont appris au fur et à mesure comme ça. Mais vous, lorsque vous êtes né, lorsque vous êtes devenu en âge de raison, ils avaient tout à fait approprié. C'est quoi l'âge de raison? Non, mais que vous pouviez parler et puis entendre vos... Mais moi j'ai appris le français. J'ai appris le français à l'école. Hein. D'accord, pas avec vos parents. Non, non, mes parents, ils ne pouvaient pas m'apprendre le français, ils ne savaient pas le parler, donc c'était un peu difficile. Non, je l'ai appris à l'école, maternelle. Bien sûr. Vous parliez de l'Athénéo tout à l'heure. Oui. Vous dites que vos parents y ont participé, que vous-même aussi. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette création? Comment est-ce que ça s'est fait? Ça s'est créé en 59, pardon, 59. Je pense que c'était un moment un peu difficile en 59, donc c'était déjà 20 ans après la fin de la guerre d'Espagne. Oui. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà fatigués, qui avaient disparu. Les groupes s'amenuisaient, donc on a éprouvé un besoin, je pense, de regrouper des forces quelque part. Et donc, ils ont créé, je ne suis pas dans la création, ce groupement culturel pour essayer d'unir les forces. Mais on a quand même, dans les statuts de cet Athénéo, il est dit que toutes les forces de gauche sont acceptées, sauf les communistes. Enfin, ce n'est pas dit de façon aussi claire, mais c'est sauf les partisans des régimes autoritaires de l'Est et de l'Ouest, donc c'est clair. Voilà, il y a toujours eu, je pense que vous le verrez, il y a toujours eu un problème entre les communistes et les autres dans l'exil espagnol. Il y a toujours eu une scission qui date depuis la guerre d'Espagne d'ailleurs, depuis au moins 1937, Barcelone, etc. D'accord. Et vous alliez faire quoi à l'Athénéo? Donc, quelles étaient les activités Alors nous, les jeunes, on faisait partie, on avait créé un club de jeunes qui était affilié à la FOL, à la Fédération des œuvres laïques. À l'époque, ça fonctionnait comme ça. Et donc, on faisait des cycles de cinéma, on faisait des sorties, on faisait du sport, on dansait le samedi après-midi avec un tourne-disque. Voilà.
ce que font tous les ados, ce que faisaient tous les ados dans ces années-là. Maintenant, c'est plus tout à fait les mêmes activités, j'imagine. Ça change. Et donc là, c'était entre enfants d'exilés espagnols. Bien sûr, ouais. Il y avait, voilà, c'était vraiment entre... D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de l'école, et le fait qu'il fallait faire comme tous les élèves en France. Comment s'est passée donc vos scolarités en France? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous étiez plutôt bon élève? Est-ce que vous étiez, comment est-ce que ça s'est déroulé? Oui, je pense que j'ai eu une scolarité tout à fait normale. Même, je dis bon élève, bien sûr. Même si il y avait parfois, on sentait parfois des... pas dire que c'était du racisme, mais il y avait parfois des... Bon, je me souviens d'une maîtresse, par exemple, quand je suis revenue de l'Ariège, qui... on n'avait pas fait la division encore. Et donc, à Toulouse, elle m'a dit, mais comme j'étais du mois de décembre, elle ne voulait absolument pas que je rentre dans le niveau où j'étais dans l'Ariège, disons, dans l'Ariège. Et donc, elle m'a dit, demain, si tu ne sais pas faire les divisions, tu vas repasser à la classe inférieure. Donc, je demandais à mon père qui m'a expliqué comment on faisait une division. Et le lendemain matin, elle m'a fait aller au tableau. Sauf que moi, je savais faire la division, mais en espagnol. Je ne savais pas la faire en français. Enfin, je savais le dire, hein, mais bon. Et donc, elle m'a fait faire. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Alors, elle m'a dit, tu dis ce que tu veux. Et donc, j'ai fait ma division. Donc, je suis restée dans la classe où j'étais. Bon, après, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'il y avait parfois des petits moments de je ne sais pas comment dire ça, un petit peu, oui, de mise à l'index. Mais c'était, voilà, je ne m'en suis jamais trop souciée. Voilà. Il faut essayer de... Et de la part des élèves? De la part des élèves, non, il n'y a pas de souci. Dans la mesure où on était un élève à peu près bon élève, ça va, quoi, ça allait. Voilà. Ouais, non, il n'y avait pas de souci là. Puis il y avait quand même d'autres petites espagnoles, puisque c'était une classe de l'école de filles. Voilà. Puis après au lycée, au collège, ça n'a pas eu de problème non plus. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'était important pour vos parents que l'école, votre scolarité, comment est-ce que... Je crois que c'était le plus important, oui. C'était le plus important. Oui, parce que c'est vrai que l'école a toujours été considérée comme une façon d'acquérir une certaine indépendance, une certaine autonomie, une certaine... voilà, donc il fallait absolument faire des études et il fallait absolument être capable de réfléchir par soi-même. Alors on faisait confiance à l'école pour arriver là, mais bon. Ouais, donc ils vous poussaient à travailler, à réussir. Oui, mais je pense qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de pousser. Je pense qu'on avait aussi l'impression, on savait, on comprenait qu'il fallait s'en sortir, quoi. Qu'il fallait essayer de ne pas galérer comme nos parents galéraient. Donc peut-être que de faire des études, c'était une façon de pouvoir ensuite avoir un métier qui nous permette de vivre un petit peu mieux. D'accord. Mais d'ailleurs, on a parlé du métier de votre père. Est-ce que votre mère travaillait? Oui, ma mère a fait les ménages et a gardé des enfants. D'accord. Elle le faisait déjà en Ariège? Non, en Ariège, non. Il y avait pas... Non, mais je m'en doutais, mais bon. Donc en Ariège, elle ne travaillait pas et c'est une fois Non, mais j'étais plus Toulouse... petite, donc je pense qu'elle était... Ouais, elle s'occupait, son travail, c'était de s'occuper de vous. Et ensuite, à Toulouse, elle a eu aussi une activité professionnelle. D'accord. On parlait de votre scolarité. Ensuite, après le lycée, vous avez souhaité continuer vos études? Oui. Naturellement, ça s'est fait... Oui, ça s'est fait naturellement, oui. Je suis allée... j'ai fait une classe prépa, et puis je suis allée à l'université, et puis voilà, quoi. Le seul problème, c'est que moi, je voulais être prof. Enfin, je voulais être prof, de toute façon, donc c'était... D'accord, c'est quelque chose que vous avez voulu assez tôt? Oui, je pensais que c'était un métier formidable. Institut ou prof, bon. Et donc, je voulais être prof d'anglais, mais donc, c'était pas possible parce que mes parents m'ont dit, tu ne pourras pas aller en Angleterre, donc on n'a pas des moyens de te payer le séjour. Donc, voilà, j'ai dit, je vais faire espagnol. Donc, j'ai été prof d'espagnol. Et là, vous saviez déjà? Ouais, mais c'était pas si évident que ça, mais bon. C'est différent de le parler et de l'enseigner. Exactement. Bien sûr.
Et donc, ces études supérieures, vous avez faites à Toulouse? Oui. Oui, vous êtes resté à Toulouse. Et vos parents ont toujours habité dans le quartier, donc près de Saint-Cyprien? Oui, il y a quelques rues d'écart, mais Oui. ils ont toujours tourné dans ce coin-là. C'était un quartier sympa, un quartier auquel on s'était habitué. Oui. D'accord. Et ils avaient dans ce quartier-là, est-ce qu'il y avait une présence aussi d'autres Espagnols ou est-ce que... Oui, bien sûr, Oui. il y avait des Espagnols, il y en avait pas mal dans le quartier Saint-Cyprien, hein. C'était un quartier populaire. Maintenant, il est un petit peu plus bobo, mais à l'époque, c'était un quartier populaire. Donc, il y avait beaucoup d'Espagnols qui habitaient en général dans les appartements les moins reluisants. Mais bon. Et d'ailleurs, le logement où vous logiez avec vos parents, il était... Enfin, c'était un appartement, c'était... Oui, c'était un appartement. C'était pas toujours toutes les commodités. On a longtemps eu on n'avait pas d'eau à l'étage, donc il fallait aller chercher de l'eau à la cour. Enfin bon, bref, c'était un peu compliqué. Après, on a réussi à avoir un appartement un peu plus correct. Ouais. Ça dépendait aussi, je pense, des revenus de vos parents et des possibilités. Oui. D'accord. Donc, vos études, l'espagnol. Oui. Vous êtes allé jusqu'à quel niveau d'études supérieures? Ben, j'ai fait une thèse, mais sur l'Amérique latine. Ah. C'est une façon de mettre l'Espagne à l'écart. Vous aviez volonté de... Vous dites un peu mettre l'Espagne à l'écart, c'est que c'était un peu trop présent? Oui, non, mais c'était l'Espagne franquiste encore, donc j'avais beaucoup de mal. Ouais. J'avais beaucoup de mal. Je pense que c'était un peu viscéral, oui. Donc, bon, et puis l'Amérique latine, comme mes grands-parents étaient au Mexique, bon, ben, il y avait cette attraction qui faisait que je me suis intéressée au Mexique aussi. D'ailleurs, vous avez vu vos grands-parents pendant cette époque-là? Vous avez pu aller... Non, je les ai connus en 66. D'accord. Parce que c'est vous qui y êtes allés, c'est eux qui... D'accord. Non, mes grands-parents ne sont jamais revenus. J'y suis, ma famille du Mexique, enfin, m'ont offert le voyage. Je suis là en 66, voilà. Donc, pour la première fois. Après, je suis revenue après d'autres fois. Une fois pour mes recherches, une autre fois en touriste, mais voilà. D'accord. Donc une thèse. Donc une thèse réussie? Bah, oui, sinon je ne vous l'aurais pas dit. Voilà. Et ensuite, vous avez... voilà, vous avez travaillé où? Comment est-ce que c'est poursuivi votre parcours? Donc là, après la licence, j'ai passé le CAPES. Après le CAPES, j'ai passé l'agrégation. Après, j'ai écumé un petit peu les postes d'éducation nationale. Après la Normandie, je me suis retrouvée dans le Lot. Après, je suis remontée à Paris parce que je me suis mariée entre-temps. Et après, je suis redescendue à Toulouse en 85 parce que mon mari a été muté à Toulouse et donc j'ai pu avoir moi aussi une mutation. D'accord. Voilà. Et puis après, donc j'ai réussi. Après, j'ai fini ma carrière à l'université Jean Jaurès. Voilà. Là, vous dites que vous avez été dans plusieurs régions de France. Oui. Est-ce que vous avez été en lien à ce moment-là avec la communauté espagnole? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchiez ou pas? Alors, dans mes premiers postes, non, parce que je suis restée 2 ans en Normandie, 3 ans dans le Lot. Alors, en Normandie, j'aurais pu, mais bon, j'en ai profité pour passer l'agrégation, donc je n'ai pas vraiment fait autre chose. C'était bien occupé. Ça m'a occupée, oui, on va dire. Dans le Lot, comme je rentrais souvent à Toulouse, bon, je ne me suis pas vraiment souciée de l'environnement. Et puis à Paris, oui, j'ai retrouvé des gens que je connaissais qui étaient d'origine espagnole, mais bon, comme j'avais des enfants petits, j'avais d'autres préoccupations, d'autres priorités, on va dire.
Et puis, ce n'est que quand je suis revenue à Toulouse que bon, là, je me suis retrouvée dans mon élément. Vous étiez chez Et vous. j'ai retrouvé, voilà, un peu chez moi. Mon mari n'avait aucun lien avec la communauté espagnole. Il est français, enfin, avec un petit peu d'italien aussi dans ses gènes. Non, il est né à Marseille. Non, il n'avait pas de lien particulier. Mais bon, depuis, il en a acquis, voilà. Oui, ça, je veux bien le croire. Ah oui. Et vous nous parliez de vos enfants. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 2. 2 enfants, d'accord. Deux filles, 2 garçons? Un garçon et une fille. J'avais une chance sur 3. Une question par rapport du coup à votre famille. Est-ce que vous leur avez, à votre mari, à vos enfants, partagé l'histoire de votre famille? Comment est-ce qu'il y a une forme de transmission? Est-ce que c'était un sujet? Ben, c'est forcément un sujet, hein. Bon, mon mari, je lui en ai parlé forcément. De toute façon, déjà, dès que je dis mon prénom, ça amène à des questions, et donc je suis obligée de répondre et d'expliquer. Donc bon. Et puis, je pense que mes parents ont aussi parlé avec mon mari. Les enfants, bah, ils ont entendu. Ils ont entendu. Je ne sais pas s'ils ont écouté, mais ils ont entendu. Je pense que tous les deux. Je ne sais pas s'ils revendiquent cette appartenance à l'Espagne républicaine, si on peut dire. Mais en tous les cas, ils ont tous les deux fait l'effort de faire un double diplôme. Mon fils a fait un double diplôme d'ingénieur France-Espagne. Et ma fille a passé le bac espagnol, bac français. Bon, après, elle a pris notre chemin, mais donc non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Mon fils a fini par épouser une Espagnole et il a la nationalité espagnole. D'accord. Et ma fille a épousé un fils de réfugié comme elle. Donc, enfin, voilà, on tourne autour, quoi. Oui, c'est là, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce que, quand même, lorsque, soit des petites réunions de famille, soit lorsqu'il y avait voilà, les grands-parents, enfin vos parents du coup, vous, vos enfants, est-ce que c'était des sujets que vous abordiez pendant des repas? Est-ce qu'on écoutait le récit de vos parents ou... Oui, c'est arrivé, Oui, c'est mais il y avait arrivé. des anecdotes, puis il y avait aussi, je ne sais pas, quand on fait par exemple pour le premier de l'an, on mange les raisins à minuit, hein, donc ça c'est très espagnol. On mange les 12 grains de raisin en suivant les 12 coups de minuit à la Puerta del Sol à Madrid. Hein, donc voilà, donc forcément il y a quand même, l'Espagne est toujours présente. Hein. Une des traditions comme ça qui... Voilà, puis on mange du turrón, et puis bon... Est-ce que vos parents sont retournés en Espagne? Mes parents sont retournés en Espagne en 1978, c'est-à-dire après la mort de Franco. D'accord. Voilà. Ils y sont retournés une fois, plusieurs fois? Qu'est-ce que... Plusieurs fois après, oui, enfin, après en vacances, quoi. C'était pas... C'était uniquement pour voir la famille, mais bon... je peux vous dire que Madrid, 40 ans après, mon père, ça lui a fait un choc, donc enfin bref, je pense qu'il n'a jamais n'a jamais reconnu la ville qu'il avait quittée. Donc il n'y a jamais eu la possibilité ou le désir d'aller s'installer en Espagne. Oui, voilà. Ça n'a jamais été... Non, ça n'a jamais été évoqué. D'accord. Et enfin, je ne sais pas si vous en avez parlé avec eux, mais la première fois qu'ils sont retournés en Espagne, donc en 78, enfin, j'avais posé la question pourquoi, enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'ils en attendaient, qu'est-ce qu'ils cherchaient? C'était revoir la famille. C'était vraiment revoir la famille. D'accord. Est-ce qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient restées Non, sur mais place? mon père, on était allé à Madrid la première fois. Mon père avait une sœur, une nièce donc à Madrid. Voilà, il a voulu revoir sa sœur.
Et il ne l'avait pas revue depuis? Non. D'accord. Si, il l'avait revue, Elle était ma venue? tante était venue une fois en 61 ou 60, je ne sais plus. 61. Je crois. Et donc pendant ce voyage en 78, vous les avez accompagnés? Oui, bien sûr. Ah oui, je les accompagnais avec mon fils qui avait 6 mois. Enfin, on est allé en groupe. C'était le voyage familial. Ah oui, je pense qu'il fallait être là pour adoucir le coup, je pense. Et ça a représenté quelque chose pour vous, ce voyage-là? Oui, quand même, oui, oui. Parce que Ça finalement, représentait d'être, je sais pas, à Madrid, je me suis promenée avec mon père, quoi. Enfin, voilà, c'était, voilà. c'était la première fois que vous y alliez? Ah non, non, moi, Non, Madrid, vous, je connaissais. D'accord. Mais bon, j'ai découvert un autre Madrid. Enfin, j'ai vu d'autres lieux que je n'avais pas imaginés, que je ne connaissais pas, voilà, qui avaient fait partie de sa jeunesse. Voilà, donc c'était autre chose. Bien sûr. Oui, donc vous étiez déjà allé en Espagne. Ah oui, oui, ben moi j'étais française depuis. Ben, on m'a naturalisée pour entrer en sixième, pour avoir droit aux bourses. D'accord. Voilà. Parce qu'avant, on était réfugiés apatrides, hein, donc avant d'être français. D'accord. Donc moi, j'avais pu retourner en Espagne. Et vos parents, par contre, ont jamais été naturalisés ou est-ce qu'ils ont fait la demande? Ouais, mes parents se sont naturalisés. C'est assez curieux après la mort de Franco, parce qu'ils ne voulaient quand même pas aller dans le consulat demander les papiers, le consulat d'Espagne. Donc voilà, ils ont été naturalisés en 78. D'accord. Vous vous rappelez enfin vous c'était en sixième, et de ces démarches que vos parents ont dû faire? Non, je me souviens, pas trop, non, ça... j'étais allée au poste de police, au commissariat, j'en sais rien, poser les papiers. Non, je n'ai pas de souvenir précis. Non, je n'ai pas de souvenir précis. Seule chose que je sais, c'est que quand j'ai eu 20, enfin, je sais plus, c'est quand j'étais en poste déjà en Normandie, donc je devais avoir 22 ans, je sais pas, j'avais voulu faire une carte d'identité et on m'a dit mais vous n'êtes pas française parce que vous auriez dû choisir à la majorité, parce que c'était les parents qui demandaient, donc et donc il a fallu que je recommence à faire des tas de papiers pour confirmer ma nationalité française. Alors je ne disais pas possible, je suis fonctionnaire, non, mais c'est pas, enfin, bref. Ça a été très compliqué, mais bon, c'était... L'administration est toujours pleine de mystères. Ça, c'est sûr. Ça n'avait pas empêché de m'appeler pour le conseil de révision, de toute façon, parce que mon prénom étant un petit peu original et on avait oublié de mettre le E après le né. Donc j'ai été appelée au conseil de révision quand même. Bon, enfin, c'est anecdotique. Oui, mais bon, ça fait pas mal. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de votre retour lorsque votre mari et vous avez eu votre mutation à Toulouse, que vous un peu l'impression de retrouver voilà, ce que vous avez connu, votre trait chez vous. Quel quartier vous avez habité alors à Toulouse? On n'a pas habité, on a habité Tournefeuille. D'accord. Parce que bon, on voulait avoir un petit peu de jardin pour les enfants, donc. Et du coup là, voilà, vous avez repris les liens que vous aviez, enfin, voilà, qui étaient peut-être un peu distendus. Vous êtes, voilà, est-ce que vous êtes réimpliqué dans ce qu'on parlait tout à l'heure, un peu les engagements politiques ou culturels que vos parents pouvaient aussi avoir lorsque vous étiez enfant? Ben, surtout, oui, j'ai repris quelques petites choses, enfin, au niveau de la solidarité. Moi, je n'ai jamais eu de carte, je ne sais pas encarter nulle part. Bon, et puis, en 2008, on a décidé, entre plusieurs enfants de réfugiés, de créer une association mémorielle, donc celle que je préside depuis. Et le Centre toulousain de documentation sur l'exil espagnol, et donc où nous essayons de préserver cette mémoire de l'exil, puisque la mémoire de l'exil, les Espagnols, les Espagnols d'Espagne, ça ne les intéresse pas vraiment. Encore que cette année, enfin en 2019, ils s'en sont un peu préoccupés, mais bon,
Et les Français, c'est pas l'histoire qu'ils revendiquent non plus. Donc en fait, si c'est pas nous qui préservons cette mémoire, personne ne va s'en soucier. Donc on essaie de récolter tout ce qu'on trouve comme preuves, témoignages de cet exil pour essayer de préserver au maximum tout ce qui s'est fait dans la région et en France et ailleurs. D'accord. Et du coup, cette association, la CTDE, c'était des... Enfin, voilà, vous dites avec d'autres enfants de réfugiés, c'est des amis à vous Oui. Que vous connaissiez depuis votre enfance. Certains depuis l'enfance, oui, depuis D'accord. l'adolescence, oui. Donc c'était tous la majorité d'entre eux, on est fils de libertaires, enfin nos parents étaient, voilà, donc ce qui fait qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde et que ça fonctionne à peu près bien. Oui. Et quels sont du coup vous avez dit les objectifs un peu de cette association, quelles sont ces actions, enfin qu'est-ce que... Voilà, alors les actions, c'est une action d'archives, donc ça, évidemment, dire ça dans le sein des archives municipales, c'est un petit peu gros parce qu'on n'a pas grand-chose finalement, mais on essaie de préserver ce qu'on trouve, c'est-à-dire des journaux, toutes les publications qui se sont faites par les exilés, pour les exilés. Ensuite, des programmes de spectacles. Je parlais tout à l'heure des spectacles, des nombreuses activités qui avaient lieu, des programmes de conférences, etc. Préserver soit des photos de la vie quotidienne ou de la vie culturelle. Donc, on essaie de préserver tout ça. Ensuite, on essaie de faire des activités. Donc, on fait tous les 2 ans un salon du livre de l'exil espagnol. On a repris la commémoration de la Révolution, le 19 juillet, et voilà, on essaie de faire des petites choses. Mais... Elle ne se faisait plus, cette commémoration ? Il y a eu un moment de battement je sais pas, peut-être 5 ou 6 ans. Où il n'y a plus de... les gens n'avaient plus l'énergie suffisante, on va dire, pour continuer cette commémoration. Donc on a repris un peu. Donc ces battements, c'était dans les années 2000 ? Ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Et là, du coup, l'association, vous dites qu'elle a été créée en 2008 ? Oui. Donc vous êtes arrivé en 85 à Toulouse. Est-ce que vous avez eu, avant cette association-là, est-ce qu'il y a eu d'autres engagements de votre part, d'autres activités culturelles auxquelles vous avez participé ? Je travaillais encore, donc c'est vrai que là, du coup, à l'université, je me suis j'ai un peu dévié, j'ai un peu abandonné je n'ai pas abandonné, mais parallèlement à mes travaux sur l'Amérique latine, je me suis un peu intéressée aussi à ce qu'était l'exil. Et donc, j'ai dirigé pas mal de mémoires de maîtrise sur l'exil. J'ai quand même commencé à m'impliquer de façon à la fois universitaire et je sais pas, sur toulousaine, quoi, sur ce qui était aussi mes racines, mon identité finalement, puisque c'est vrai que je me sens plus fille d'exilée que française ou espagnole finalement. Je suis toujours dans un entre-deux. Hein. Et donc c'est vrai que c'est en 2008, j'ai pris la retraite en 2009, donc en 2008 j'étais quand on pré-retraite, on commence à rechercher une activité, donc c'est là où j'ai décidé de me consacrer davantage à cette histoire-là. D'accord. Et c'est intéressant du coup aussi que même déjà pendant vos fonctions universitaires, vous avez... tout à l'heure on parlait justement au début de votre cursus avec votre thèse que c'était plutôt le contraire, laisser un peu En plus il y avait encore l'Espagne franquiste, c'était un autre contexte. Et du coup là, plutôt vers la fin de la carrière, vous revenez... où vous venez en fait, à étudier. Il y a eu un élément... L'exil. Oui, l'exil. C'était sur... Ah oui, c'est l'exil. C'est l'exil. J'ai pas franchi la frontière, quoi. Je suis pas allée en Espagne. C'est ça. Mais c'était sur cet exil-là ou vous avez aussi travaillé sur d'autres exils ? Sur l'exil républicain, sur l'exil espagnol de 1939, oui. Oui, d'accord. Et il y a eu un événement particulier que vous avez fait
que vous vouliez travailler là-dessus ou est-ce que ça s'est fait plutôt au Non, fur et à parce mesure que Toulouse, c'était quand même... Bon, on était déjà plusieurs profs à l'université à être des fils d'exilés. Mhm. Donc, on a été deux ou trois après à se lancer là-dedans. Donc, bon, voilà, c'était... Oui, après, il y a eu un effet de groupe. Voilà, non, c'était Mm. pas... D'accord. Il n'y a pas eu d'événement particulier, c'était une suite logique. D'accord. Oui, pour vous, c'était naturel et logique. Oui, c'était naturel et logique. Je me suis dit que finalement, c'était aussi important, même plus que de m'occuper des codex précolombiens. Donc, D'accord. Et du coup, travailler voilà, à l'université sur un thème du coup qui vous concerne en fait, enfin voilà, c'était plutôt un avantage dans vos recherches. Est-ce que ça a été parfois un handicap le fait de bon, à l'université, on est quand même assez libre de faire, faire les de recherches choisir comme on un peu son thème de recherche. Oui. Oui, donc ça n'a pas. D'accord. Et on parlait de l'association, là, le CTDE, du coup, qui vraiment a voilà, volonté à conserver cette mémoire de l'exil. Est-ce qu'à Toulouse, vous arriveriez à définir un peu comment est-ce que cette mémoire, enfin, quelle est cette mémoire, si elle est... enfin, vous avez voulu fonder cette association, donc c'est que là, vous avez remarqué à un moment donné qu'il y avait plus assez ou pas d'institution qui faisait ce travail de mémoire-là. Mais depuis, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que vous voyez peut-être un peu plus d'implication? Voilà, quel est un peu le positionnement de cette mémoire de l'exil espagnol à Toulouse? Alors, les mémoires de l'exil à Toulouse, alors il y a plusieurs associations à Toulouse, hein, si c'est ce dont on veut parler. Des associations qui sont... bon, on a voulu se placer un petit peu en marge de tout ce qui est association avec une couleur politique définie, même si, par la force des choses, nous, on est un petit peu quand même des héritiers de l'engagement de nos parents, donc on est quand même un peu côté libertaire, sinon on ne fêterait pas le 19 juillet, etc., etc. Mais on a voulu, justement par ce biais du centre de documentation, on ne prend pas position, si vous voulez, par exemple sur la politique en Espagne actuellement. D'autres associations prennent part en disant il faut lutter pour la Troisième République. Non, les Espagnols, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, pour nous, on n'a pas à se mêler de leur histoire. Voilà. On n'est plus en Espagne, on est en France, mais on n'est plus en Espagne. On n'a pas, la plupart d'entre nous n'avons pas repris la nationalité espagnole pour des raisons X. Donc, on n'a pas à se positionner sur ce qu'il faut comme gouvernement à l'Espagne. Voilà, c'est vrai qu'on est ravis quand c'est la gauche qui gagne, mais bon, voilà, c'est tout. Ouais, vraiment non, on ne se positionne pas sur la politique actuelle en Espagne. Mais vraiment centre de documentation sur... Voilà, on a décidé qu'on était neutre, qu'on était centre de documentation. Bon, voilà. Sinon, on ne ferait pas le salon du livre, etc., où on a quand même invité des gens divers, des historiens, bon, vraiment, on essaie d'être le plus objectif possible, si c'est possible. D'accord. Et la transmission de cette mémoire-là, comment est-ce qu'elle se fait? Est-ce qu'elle se fait? Enfin, voilà, comment... Ça, c'est le plus gros problème, la transmission. Alors déjà, on parlait tout à l'heure de la transmission de nos parents à nous. Alors, on a perdu plein de choses, bien sûr. Et la transmission, déjà, au niveau, dans le noyau familial, hein, c'est déjà assez difficile parce que nos enfants, on a transmis, mais bon, la transmission, ça se décrète pas. Hein. C'est quelque chose, soit c'est par imprégnation, puis il faut que les deux partenaires soient d'accord. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils écoutent ou ils entendent, ça on ne sait pas trop. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais
mais la transmission aussi, c'est la transmission au-delà, quoi. C'est pas seulement dans le noyau familial, il faut que ce soit transmis à côté. Je pense que c'est aussi dans le... quand on s'intéresse à la situation politique, sociale actuelle en France, en Espagne, enfin en Europe ou ailleurs, je pense que ce travail sur ce qui s'est passé peut être intéressant, hein. On dit que quand même il faut un petit peu être... la connaissance du passé est importante pour gérer le présent, donc ça peut être aussi un intérêt certain. Et l'année dernière, avec cet anniversaire entre guillemets des 80 ans, comment est-ce que vous avez accueilli les différentes voilà, événements qui ont été réalisés en France et pas que. Enfin, voilà, comment est-ce que vous avez pris aussi le fait que ce soit commémoré? Bah écoutez, bon, c'était attendu que ce serait commémoré. Maintenant, ça a été commémoré un peu de façon parfois, c'est une obligation. Enfin, ça pouvait être une obligation, je pense surtout pour l'Espagne. On a l'impression que c'était peut-être pas toujours de gaieté de cœur qu'ils ont commémoré ça. Je pense qu'il y a eu un certain moment de saturation aussi. Il y a eu trop de commémorations dans tous les sens. Voilà. Curieusement, finalement, nous, on n'a pas réussi à faire la commémoration. On va la faire là maintenant dans 2 mois, au mois de mars. Au moins, vous aurez pris le temps et puis... C'est-à-dire que, oui, c'était un petit peu une saturation. Même en parlant avec les gens, les gens parlent de saturation des esprits sur cette retirada, quoi. Ça a commencé au mois de février et puis ça n'arrête pas, quoi. C'est encore en cours. Là, oui. Oui, ça continue. Oui. D'accord. Donc, bon... C'est comme toutes les commémorations, hein. Peut-être que on n'en a pas parlé pendant 80 ans, on n'en parlera plus après, je ne sais pas, on verra. Ça, ça, essayer de la faire vivre, cette mémoire. Il ne suffit pas de commémorer une année, il aurait fallu entretenir cette flamme, si on peut dire. Oui, surtout qu'il y a eu des choses qui ont été perdues par des personnes qui sont parties. Bien sûr. Et du coup, tout à l'heure, vous parliez le fait que vous avez décidé de créer cette association de manière neutre, qu'elle n'a pas à s'occuper de l'Espagne et de ce que... Quel lien, du coup, vous avez avec ce pays qu'est l'Espagne? Comment est-ce que vous parlez de ce pays? Quel lien vous avez avec ce pays, vous? Je ne sais pas trop, c'est un lien... affectif, on y a la famille, enfin je parle de moi en particulier, la famille, la langue, la culture, il y a plein de choses qui me rattachent à ce pays, mais il y a aussi de la douleur, de la souffrance, je n'irai pas jusqu'à la haine, mais enfin, il y a des moments où il y a une espèce de répulsion quand on parle de l'Espagne franquiste, quoi. Voilà, c'est un peu difficile à accepter. Oui, il y a l'Espagne. Mais sinon, l'Espagne est un pays extraordinaire. Voilà, la littérature est enthousiasmante, tout est l'art. Enfin bref, c'est l'Espagne, c'est un pays que j'aime. Mais voilà. Et vous parlez régulièrement espagnol encore Ah, là, c'est difficile maintenant. Ouais, là, c'est difficile. Mon mari ne parle pas l'espagnol. Bon, si, quand je parle avec la famille, que je parle avec au téléphone ou qu'on y va. Mais sinon, c'est vrai que le français est devenu. Et avec vos amis qui sont enfants d'exilés, vous parlez français. D'accord. On parle français. Et tout à l'heure, on parlait des engagements politiques, syndicaux et culturels de vos parents. Et vous, est-ce que dans votre vie, vous avez eu aussi, tout à l'heure vous disiez que vous n'étiez pas encarté, mais un suivi de l'actualité française, parce qu'on parlait de l'Espagne, mais on est aussi en France. Des moments d'engagement liés à l'actualité française au cours de votre vie.
Oui, forcément, ça m'est arrivé. J'ai été syndiquée comme tout le monde, ou presque. J'ai fait des manifs, j'ai fait des grèves, j'ai fait, bon, oui, donc comme tout le monde. La vie. Je pense qu'on a quand même eu, pas un conditionnement, mais enfin une imprégnation d'une certaine valeur qui font que on a forcément un engagement, même s'il n'est pas matérialisé par une carte partie X ou Y, mais voilà. Oui, un engagement finalement qui vous paraît un peu naturel, en tout cas. Absolument, oui, on ne se pose pas de questions. Voilà, je ne dirais pas que je réagis au quart de tour, mais presque. D'accord. Et je vous posais la question des liens que vous aviez, que vous avez avec l'Espagne. D'ailleurs, vous y allez encore régulièrement pour voir l'Espagne ? Oui, en Espagne. Oui, ça m'arrive, même si la famille est de plus en plus réduite. Oui, non, ça m'arrive, oui. D'accord. Moins que ce que je voudrais, parce que bon... Vous aimeriez y aller plus ? Oui, mais bon, c'est vrai que là, tu as 2 ou 3 ans, il y a des tas de soucis de santé des uns et des autres, donc ce qui fait qu'on n'a pas pu y aller, mais bon, ouais, ça me manque un peu quand même. Ouais, après, je suis pas... Je râle, mais sinon, ça me manque quand même. Quand j'y suis, je ne suis pas forcément contente, mais... Quand vous n'y êtes pas, il y a un manque. Il y a un manque. Et voilà, vous avez la nationalité française, mais parce que je vous posais la question pour l'Espagne, comment est-ce que vous décririez les liens que vous avez avec la France, enfin, voilà, qui est le pays de votre habitation, mais comment... La France, c'est le pays... je suis née en France, bon, c'est pas très important d'être née quelque part, mais enfin bon, je suis née en France, j'ai fait l'école en France, j'ai l'impression d'avoir quand même une culture française. Bon, c'est toujours ce sentiment de appartenance, enfin double appartenance qui est un peu particulier et qui, je pense, pose des problèmes à certains de ma génération, des enfants qui ont réussi, qui ont peut-être laissé de côté une partie de leur identité pour privilégier l'autre. Moi, je ne sais pas choisir, quoi. Enfin, c'est un peu difficile. Vous gardez les deux. Ouais. Oui, j'ai fait l'école en France, j'ai une culture française, mais de notre côté, comme j'ai fait une licence d'espagnol, j'ai quand même, je pense, une certaine culture espagnole aussi, donc voilà. Bien sûr. Je vais revenir juste là, peut-être quelques précisions. Tout à l'heure, on parlait des engagements politiques syndicaux qui étaient vraiment liés à la culture. On en parlait quand vous étiez enfant avec vos parents, et puis même depuis que vous êtes revenu en 85, depuis 85 à Toulouse. Est-ce qu'il y a on parlait du 19 juillet, est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, des lieux emblématiques aussi qui sont plus porteurs par rapport à la mémoire de l'exil espagnol à Toulouse? Est-ce que des lieux? Des lieux, que des enfants d'exilés se seraient appropriés ou d'autres souvenirs de manifestations autres que le 19 juillet? Oui, je vous disais, il y avait du théâtre. Je vous parlais du Ciné-Espoir qui était actuellement la Cinémathèque. Il y avait rue de la République, il y avait le siège d'un groupe théâtral catalan, et où il y avait aussi des bals qui étaient organisés le samedi soir et le dimanche après-midi. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je me souviens de l'Athénéum, bien sûr, rue de l'Étoile. Je me souviens de... Alors, le 19 juillet se fêtait à l'actuel à Laugrain, qui était encore à l'époque le Palais des Sports. Ensuite, quand le Palais des Sports est devenu là à Laugrain, il s'est déplacé dans la salle des Allées de Barcelone. Voilà, non, ça tournait un peu autour de ces lieux-là. Hein. Ça, c'était lorsque vous étiez adolescente? Oui, enfant, adolescente, oui. Et lorsque vous êtes revenue en 85 à Toulouse, est-ce que cette vie culturelle était encore... Elle était très affaiblie, on va dire. D'accord. Ouais, non, il n'y avait plus l'énergie, il n'y avait plus les gens qui avaient organisé, ils étaient tous âgés ou malades ou morts, donc c'était plus pareil.
Donc c'est pour ça qu'il fallait quelque part aussi prendre un peu de relève. Hein. C'est ça. Fallait réussir à faire quelque chose aussi de nouveau, parce que ce Oui. centre, c'est quelque chose aussi de nouveau. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre par rapport à votre histoire familiale, à cette histoire de l'exil ou... Non, je ne vois pas, je ne sais non, je ne sais pas ce que je pourrais vous rajouter d'autre. Peut-être qu'en sortant, je me souviendrai de choses que j'aurais dû vous dire. Toujours. Mais non, là, je ne vois pas. D'accord. Qu'est-ce que vous espérez pour la mémoire de l'exil espagnol? Est-ce que vous avez un souhait particulier? J'espère, je souhaite qu'elle ne se perde pas, parce que elle fait quand même partie de l'histoire de France. Qu'actuellement, le problème de l'exil et des exilés est très, très présent, et que, ma foi, ça peut peut-être aussi contribuer à donner ou à faire revivre certaines valeurs d'accueil particulier. Voilà, c'est tout, non? D'accord. Et est-ce que vous diriez que Toulouse a une place particulière par rapport à cet exil espagnol? Comment... Oui, il a une place particulière, puisqu'il a quand même été un des grands pôles d'accueil, enfin de résidence des exilés, hein, avec Paris. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on disait que dans la ville de Toulouse, dans les environs, il y a vraiment beaucoup d'Espagnols, même si les noms parfois ne le montrent pas ou ne le laissent pas deviner. Oui, Toulouse a été important, c'est sûr. En plus, il y avait quand même le siège des partis politiques, du PSOE, de la CNT. Bon, il y a quand même des institutions, on va dire, qui étaient là. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du travail de publication que vous avez fait sur le thème de l'exil espagnol? Alors, c'est le travail de publication du CTDE. Donc, on publie depuis 2015, depuis 2015, une revue semestrielle dans laquelle on fait paraître des articles concernant l'exil, concernant éventuellement quelques événements de la guerre. Et voilà, je pense que c'est un travail on parlait tout à l'heure de la transmission, c'est un travail qui nous permet de laisser une trace écrite qui peut servir à la transmission, soit à nos enfants, soit aux chercheurs éventuels. Nous avons des collaborations d'historiens ou espagnols ou français, anglais. Donc on a vraiment, je pense qu'on arrive à offrir un travail qui est assez sérieux et qui peut être tout à fait exploitable par des chercheurs. Voilà, et nous avons aussi des publications d'une petite collection qu'on a appelée À livre ouvert. On a 3 publications, un recueil de nouvelles. On a donc demandé à des écrivains français et espagnols qui avaient un rapport avec l'exil de nous écrire quelque chose pour que nous l'éditions, une petite nouvelle. Donc nous avons eu une nouvelle de Lydie Salver, une nouvelle de Serge Mestre, une nouvelle de Léonore de Recondo, de Jean-Manuel Florença, qui sont tous des fils d'exilés et des écrivains donc. Et puis des Espagnols qui ont aussi collaboré, qui avaient un lien avec l'exil, comme Rosa Regas, comme Altarriba, comme Victor del Árbol, enfin qui nous ont écrit ça. Et donc on a traduit, donc le petit ouvrage est bilingue, il y a ce qui était écrit en français, on l'a traduit en espagnol, et ce qui était écrit en espagnol, on l'a traduit en français. Bon, ça c'est un petit ouvrage. Ensuite on a édité une nouvelle sur un consul du Mexique, justement, qui a favorisé le départ des Espagnols au Mexique, après la guerre. Et ensuite, le témoignage d'un fils d'exilé. Il a raconté un petit peu sa vie à Toulouse. Voilà. Mais les publications, les cahiers du CTDE, qui sont semestriels, sont vraiment, je pense, offrent un panel d'articles et de recherches très intéressants. Voilà. Ils sont thématiques. Enfin, comment est-ce que vous arrivez à même avoir les auteurs? On fait, alors en général, on a un dossier
Et puis après, des articles qui sont divers. Je sais pas, par exemple, celui qui va sortir en décembre, là, sera en décembre 2019. C'est sur, justement, il va être question de l'intégration, il va être question des maquis en Galice. Et il va être question aussi de la position d'un écrivain espagnol connu, Cercas, Javier Cercas, qui est quand même un petit peu polémique. Et voilà, donc on essaie de varier un petit peu les plaisirs, c'est en fonction des contributions que l'on peut obtenir et de la disponibilité. Voilà. C'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes, la mise en page, en fait, tout ça, c'est nous-mêmes qui faisons tout cela, avec des copains parisiens qui nous aident un petit peu, mais enfin bon, qui sont aussi du centre. Donc on est vraiment très contents de cette publication. On n'espérait pas arriver au 13e numéro, donc on va bientôt préparer le 13e numéro. Voilà. Bravo. Et la portée de ces publications, elles sont consultables au centre de documentation, je Alors, pense. elles sont au centre de documentation, je crois qu'elles sont aux archives municipales, si je me souviens bien. Elles sont à l'Institut Cervantes, elles sont à la bibliothèque La Contemporaine à Paris, enfin à Nanterre. Elles sont aussi dans les bibliothèques en Espagne, par exemple à la Casa Velázquez à Madrid, et au musée de la Junquera, mais au musée de mémoire. Et puis bon, il y a des tas de gens qui s'abonnent et qui les achètent et qui les lisent. Enfin, l'important, c'est ça. Ils sont aussi à la bibliothèque universitaire à Toulouse, bien sûr. Voilà, donc on arrive quand même à faire une entreprise de divulgation un peu intéressante. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci.